Salut. Je suis extrêmement ravi aujourd'hui de finir ma petite série sur la guerre du Pacifique. Pour ceux qui n'auraient pas vu mes 2 dernières vidéos, je vous invite à les regarder juste après celle-ci. Aujourd'hui, je ne vais pas faire une intro trop longue, car j'aurais peur de trop vous saouler. Et puis de toute façon, il y a énormément de choses à dire, donc je n'ai pas le temps de perdre du temps. T'as manqué du temps alors? Mais pour commencer, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, car là, depuis quelques jours, j'ai à peu près 2 abonnés par jour, et c'est juste incroyable, parce que d'habitude, j'ai que 1 abonné par mois. Donc voilà, on va dire que les statistiques sont un peu différentes. Je commence un peu à peser dans le game, quoi. Mais en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Et surtout, si vous voulez d'autres films, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sur ces mots, je vais attaquer le prochain film, un chef-d'œuvre du cinéma, réalisé par Christopher Nolan. Laissez-moi vous présenter Robert Oppenheimer, qui a inspiré le film Oppenheimer. Avant de commencer, évidemment, le retour d'un sponsor, enfin. Loca Loca. C'est une boisson énergisante qui a des propriétés... Il y a beaucoup de plantes, il y a des plantes. C'est sain, 90% de sucre. C'est pas énorme. Alors le film d'aujourd'hui, si vous ne l'avez pas vu, a été réalisé et écrit par le grand Christopher Nolan. On le connaît notamment pour avoir réalisé le film Tenet, Inception, Interstellar, que des chefs-d'œuvre du cinéma. Alors évidemment, nous retrouvons des acteurs fétiches de Christopher Nolan, comme par exemple Cillian Murphy, ou Cillian Murphy, je ne sais pas. Il a joué dans le film Dunkerque ainsi que dans le film Inception par Nolan, mais on le connaît notamment pour avoir joué et incarné Thomas Shelby dans la série Peaky Blinders. Nous avons également Robert Downey Jr. Alors lui, je ne vous le présente même pas, on le connaît pour avoir interprété Iron Man, Tony Stark. Nous avons également Emily Blunt, une actrice bien connue, qu'on connaît pour avoir joué dans le film Jungle Cruise, ainsi que dans le film Sans un bruit. Il y a également plein d'autres artistes comme Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Kenneth Branagh ainsi que Gary Oldman. Que des bangers. Christopher Nolan est connu pour éviter d'utiliser des effets spéciaux dans ses films. Évidemment, ça n'a pas raté dans Oppenheimer, car il a vraiment créé avec son équipe une vraie bombe. Une bombe remplie de propane et d'essence. C'est tout simple, et avec, ça fait un effet visuel assez spectaculaire. Nom de Dieu, j'ai chié dans mon froc, putain de merde. Alors pour ceux qui l'ignorent, ce film a été classé R pour des raisons de sexualité et de nudité. Alors pour ceux qui l'auraient vu le film, vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je ne peux pas vous mettre d'extrait parce que sinon moi je serais banni. Le budget de Nolan pour ses films est connu pour dépasser les alentours de 200 millions de dollars. Mais dans ce film-là, pour un film de 3 heures, il n'a coûté que 100 millions de dollars. Parce que Nolan voulait éviter à tout prix d'utiliser le numérique ainsi que l'intelligence artificielle. Et il faut savoir également que les acteurs tels que Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ou même Emily Blunt touchent aux alentours 10 millions de dollars. Mais dans ce film-là, ils n'ont touché que 4 millions. C'est peut-être énorme pour vous, mais pour eux, c'est vraiment un salaire moindre. Voici le dernier chapitre de la guerre du Pacifique, la phase finale d'une guerre mondiale. Alors, par où commencer ? L'atome. Alors je vais devoir me replonger dans mes cours de physique, de mes années collège, etc. dans ces eaux-là. On va dire que ça, c'est un atome. C'est une particule constituée d'un noyau. Il y a des électrons qui vont graviter tout autour. Le noyau à l'intérieur est composé de neutrons et de protons. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas de... Jusque là, tout va bien. Nous avançons dans le temps jusqu'en 1933. Adolphe essaye de rentrer au pouvoir avec son idéologie qui nous stipule que l'Allemagne appartient aux Aryens. Et on va alors connaître une vague d'antisémitisme partout dans le pays. Ce qui va avoir pour conséquence que beaucoup de scientifiques vont partir de l'Allemagne et vont se diriger en France, en Angleterre et même aux États-Unis. Comme notamment un personnage assez important, j'ai nommé Albert Einstein. Il faut savoir également que l'Allemagne à cette époque-là, c'était vraiment la crème de la crème des scientifiques. Malheureusement, mauvaise nouvelle pour tout le monde. Car en 1938, un chimiste a découvert que si on bombarde un noyau d'uranium avec des neutrons, on a la capacité de le casser. Oui, mais ce ne sont pas les pastilles que l'on casse, ce sont les noyaux des atomes qui constituent les pastilles. Oui, désolé, c'est un truc enfantin, je suis désolé, pardonnez-moi, j'ai que ça sous la main. Mais c'est nul! On se rend compte que lorsque le noyau se sépare, il perd de la masse. Mais il ne peut pas disparaître, la masse elle ne peut pas disparaître. Ça veut dire qu'il s'est changé en autre chose. Et cette autre chose, c'est de la chaleur. Ils ne savent pas, mais ils viennent de réussir la première fission nucléaire. Mais ce n'est pas tout, parce que lorsque la fission a lieu, d'autres neutrons de l'uranium qui a été fissuré va alors se casser sur d'autres noyaux d'uranium. Ce qui signifie que la chaleur va être de plus en plus grande,
et on remarquera qu'il y aura un taux de radiation qui va se dégager. Si la réaction en chaîne n'est pas contrôlée, serait-on capable de créer une arme? This is a shotgun, sir. Ce qui aura pour but pour Hitler d'annexer la Tchécoslovaquie afin de récupérer une importante réserve d'uranium. Il va également envahir Prague et prendre possession des mines d'uranium du pays. Et au bout d'un moment, les Alliés vont découvrir que l'Allemagne met en place quelque chose, le projet Uranium. Hitler va demander à ses généraux d'envahir la Norvège afin de s'approvisionner en eau lourde. L'eau lourde, ça permet de rendre l'uranium combustible, donc ça permet aussi de créer une bombe. Les scientifiques, se rendant compte que prendre de l'eau lourde, savent très bien ce que ce fou est capable de faire. Ils vont donc avoir une idée. Il faut que les autres pays sachent ce qu'il est en train de faire. Ils vont alors demander de l'aide aux Anglais. Mais les Anglais, en fait, ils ne peuvent pas avancer car l'Allemagne les attaque de bout en bout. Les scientifiques se disent, bon, il ne reste plus qu'un seul candidat. Le seul souci, c'est que ce candidat a décidé d'être neutre. Je parle bien sûr des Américains. Et ils ne peuvent rien faire, car ils ne veulent pas de conflit dans leur pays. C'est alors que le physicien Léo Szilard se décide à écrire une lettre au président Roosevelt. Léo Szilard va mettre dans sa lettre que les Allemands sont proches de créer la première bombe nucléaire. Bon, par contre, un petit souci majeur, c'est que Léo Szilard, il n'est pas tellement connu. Et envoyer une lettre à un président, lui, c'est sûr et certain, il s'en battra les couilles. Alors, ce que Léo Szilard va faire, il va demander à un collègue de signer cette lettre. Ce collègue, c'est Albert Einstein. Évidemment, quand Roosevelt verra la signature, il va se dire « Ok, qu'est-ce qu'il me veut encore lui ?» Il ouvrira cette lettre le 2 août 1939. Il déclara ensuite « Il faut faire quelque chose » sans que les autres pays soient au courant. En août 1939, Roosevelt va créer l'Advisory Committee on Uranium, doté d'un budget de $6 000. Ils vont essayer de trouver quelque chose capable de créer une bombe. Ils vont donc prendre l'uranium. Mais pas n'importe quel uranium. Ils vont prendre l'uranium 235, un isotope de l'uranium. Les isotopes sont des atomes qui ont le même nombre d'électrons, mais la masse est différente. Et pourquoi l'uranium 235 ? Parce que l'uranium 235 est un élément fissile, c'est-à-dire qu'il peut se diviser plus facilement. Ils vont donc enrichir l'uranium en bombardant celle-ci d'uranium 235 et essorer un maximum pour n'avoir que de l'uranium 235. Parce que l'uranium est composé à peu près à 5% d'uranium 235. Donc il faut le bombarder pour qu'il obtienne à peu près 90% d'uranium 235. Et à force d'enrichir, ils vont tomber sur un autre élément qui peut être fissile, le neptunium. Et à force d'enrichir, ils vont tomber sur un autre élément, le plutonium. Mais bon, là je vais m'arrêter parce que sinon je vais vous perdre. S'il vous plaît, restez avec moi. Mais il y a encore un souci. Il n'y a rien qui les menace en fait. Là, ils sont tranquilles dans leur petit pays, il n'y a pas de problème. Jusqu'en 1941. Et l'attaque sur Pearl Harbor. L'attaque de Pearl Harbor que j'ai pu aborder dans ma vidéo sur Midway. Le président Roosevelt va décider alors de prendre tous les scientifiques et va essayer de les mettre au service de l'armée. Et en 1942, la défense américaine se dit prête à mettre de l'argent pour un projet un peu fou de Manhattan Project. Le projet est confié au général Leslie Groves et il obtient des moyens énormes pour mettre en place ce projet, aux alentours de $2 milliards par année. Il va mettre en place plein d'usines dans le pays, notamment 3 bases. La première base, c'est Oak Ridge, où ils vont produire de l'uranium pour mettre en place la première bombe appelée Little Boy. Nous avons également Hanford, où ils vont produire du plutonium pour fabriquer la deuxième bombe, Fat Man. Et pour finir, Los Alamos, où ils vont créer les bombes. Il y a également plein d'autres endroits, comme Chicago par exemple, où le scientifique Enrico Fermi a réussi la première réaction en chaîne contrôlée. Il y a environ 130 000 personnes qui vont être engagées. Il y a des scientifiques, des artisans, des menuisiers, des militaires, il y a tout ce que vous voulez. Mais il faut quelqu'un à la tête du projet scientifique. Un homme du nom de Robert Oppenheimer. Mais pourquoi lui ? Et surtout, qui il est ? Robert Oppenheimer est né à New York le 22 avril 1904. Son père est un tailleur tandis que sa mère est une peintre. Son frère, lui, se dirige plutôt dans une carrière scientifique. Et il faut savoir également que la famille de Robert est juive. Il fréquentera plus tard l'université d'Harvard où il va étudier les maths, la physique, ainsi que le français, l'allemand, le bouddhisme. Je peux vous en dire plein, il en a fait plein. Voilà. En 1925, il va avoir son diplôme avec un an d'avance. Il va aussi faire la connaissance d'un groupe d'élèves avec qui il aime bien parler politique. Il va adopter une politique assez libérale. En Amérique, on peut qualifier ce positionnement à gauche. Il va donc continuer ses études en faisant un doctorat à Cambridge où il va rencontrer un scientifique, Paul Dirac. Ce scientifique va lui dire « La physique quantique, c'est vraiment cool ». Il va donc se diriger à Göttingen, mais il va y découvrir le
car nous sommes en Allemagne, et évidemment à cette époque-là, Hitler est encore au pouvoir. Mais heureusement pour lui, il est protégé, car il est étudiant étranger. Il va obtenir un gros réseau niveau scientifique, et va donc gravir petit à petit les échelons avec sa théorie, l'effet tunnel. Ce que je sais, c'est qu'il est devenu quelqu'un de très connu grâce à sa théorie. En 1929, il va faire des apparitions à Berkeley, ainsi qu'au Caltech à Los Angeles. Et beaucoup de scientifiques vont se joindre à lui, notamment Enrico Fermi. Oui, le mec qui a réussi la première réaction en chaîne contre lui. Mais je peux dire sans m'avancer que son frère est un peu une mauvaise influence. Car il faut savoir qu'à cette époque-là, son frère faisait partie du parti communiste des États-Unis. Pour l'instant, ça va, il n'y a pas la guerre froide. On va y revenir. Il va faire la rencontre de Jim Tatlock, avec qui il aura une relation. Avec qui j'ai des rapports sexuels très fréquents. Ils vont financer avec le groupe des aides pour aider les Espagnols contre Franco. Mais son engagement va se faire de plus en plus favorable lorsqu'il rencontrera Hakon Chevalier, un défenseur des droits civiques universitaires. Et en 1940, il va rencontrer sa femme, Catherine Poenig, qui elle aussi est une militante communiste. Malheureusement, la même année, le parti communiste va être mis en écoute. Et on va se rendre compte que Oppenheimer, un scientifique très reconnu à l'époque, bosse avec eux. Ça pourrait mal se terminer, mais tout va bien car il y a un dossier de 7000 pages qui stipule que Robert s'éloigne de plus en plus de ce parti. Et il va participer aux travaux sur l'arme atomique à partir d'octobre 1941. Il va donc arriver à Los Alamos en 1943 à la tête du pôle scientifique, où avec ses idées et son envie d'avancer, il va réussir à réunir beaucoup de scientifiques qui vont bosser pour lui. Les scientifiques avec Robert vont travailler à fond sur la fission du plutonium et de l'uranium, ainsi que sur le calcul des masses pour savoir si ça explose pas, quoi. Et sa femme va faire partie des biologistes. Et je vous rappelle qu'il y a des radiations lorsqu'on va séparer les noyaux de plutonium ou d'uranium. Donc il faut savoir si ça peut pas mettre en danger les scientifiques qui bossent dessus. Et c'est ça qui est assez intéressant à Los Alamos, c'est que tout est surveillé, tout est contrôlé pour faire en sorte que tout se passe bien. Mais merde, bordel de merde, je ne sais pas pourquoi ils ont laissé entrer des espions. Laissez-moi... Pardon. Comme je vous ai dit, les choses se gâtent, car il y a beaucoup d'espions à Los Alamos. Oh, the name's Sterling Archer, world's greatest spy. Des espions soviétiques, malheureusement. Et tout va se retourner contre Oppenheimer, car c'est le seul qu'on connaît qui est communiste. Mais Oppenheimer va dénoncer son collègue Hakon Chevalier, car celui-ci n'arrêtait pas de dire « Vas-y, envoie les papiers pour qu'on puisse les envoyer aux soviétiques. » Désolé, c'est pas ça le russe. Malheureusement, beaucoup de lettres vont être captées, dans lesquelles on peut voir que Robert est à fond dans la création de cette arme. Pour la science, nous sommes en 1944 et les Américains ont deux peurs. La première peur, c'est que les Japonais commencent à envahir de plus en plus d'îles appartenant aux Américains. Et la deuxième peur, c'est que l'Allemagne découvre comment faire une bombe atomique. Mais les Américains sont quand même bien en avance, car ils ont fabriqué 3 bombes. Une bombe test, Trinity, qu'on peut également appeler le gadget, Fat Man, rempli de plutonium, et Little Boy, rempli d'uranium. Et ils se disent peut-être que les Allemands y sont presque aussi. C'est alors qu'ils vont lancer l'opération Alsos, qui consiste à voir où en sont les Allemands sur le projet uranium. Un scientifique du nom de Werner Heisenberg l'avoue, ils étaient complètement partis à la one again. Et les Américains se rendent compte qu'ils ont plus de 5 ans d'avance sur eux. Et eux ils se disent ok, maintenant il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de créer cette bombe et la foutre sur les... Mais malheureusement, pas de chance pour eux, car le 8 mai 1945, l'Allemagne va capituler. Pas de bol. Mais il reste quand même un problème majeur, les Japonais. Comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, celle de... tu me reprends. Les Américains ont voulu envahir le Japon. Et au même moment, au Nouveau-Mexique, le 16 juillet 1945, la bombe Trinity va être testée. Mais juste avant, Leslie Groves et Oppenheimer se disent en fait, il y a un risque de détruire l'atmosphère. Mais de toute façon, il est trop tard, car la bombe va être déclenchée dans 3, 2, 1... La région va alors trembler et il y a une énorme colonne de fumée qui va se dégager dans les airs. Et la tour où a été exposée Trinity est complètement partie en couille. Il n'y a plus de tour, il n'y a que des cendres. À la vue du résultat, nombreux scientifiques ont écrit une lettre en disant qu'il ne fallait pas utiliser la bombe, car ce serait trop dangereux et trop dramatique. Oppenheimer, lui, ne savait pas où se placer. D'un côté, il se disait non, je ne veux pas détruire des vies finalement. Mais d'un autre côté, il se disait bon, c'est pour la science. Ce rôle revient à Truman, qui lui d'ailleurs a envoyé un ultimatum aux Japonais pour leur dire écoutez, soit vous capitulez, ou soit je vous envoie 2 cadeaux. Il faut savoir que Truman a parlé avec l'Angleterre et l'URSS pour leur dire qu'ils avaient mis au point une nouvelle arme. L'Angleterre a été waouh, alors que la Russie, je le savais en fait, car des espions ont réussi à transmettre les plans de l'arme atomique aux soviets. Nous sommes le 6 août 1945, les Américains n'ayant pas reçu de réponse, les Japonais se disent on va donc envoyer les 2 bombes. Quelques heures avant, Robert Oppenheimer est allé voir le pilote et leur a dit après avoir largué la bombe, il faut vous dégager tout de suite.
car en fait la déflagration pourrait détruire votre avion. Et je suis désolé, je ne peux pas vous garantir que vous allez revenir vivant. Il est 8h16, l'avion vole à présent près d'Hiroshima et largue sa bombe. Un flash aveugle les habitants en brûlant leurs yeux. Et sur un rayon de 3 km, en une seconde, plus rien. Et 70 000 personnes meurent en quelques secondes. Et les retombées radioactives vont tuer plus de 30 000 personnes. Et dans les mois qui suivent, il y a plus de 100 000 morts. Et le 9 août, l'autre bombe remplie de plutonium est lâchée sur Nagasaki. Et le 15 août 1945, le Japon va capituler. La Seconde Guerre mondiale se finit avec plus de 200 000 morts en quelques secondes. Ce qui s'est passé après est assez horrible pour Robert Oppenheimer. Tout le monde l'idolâtrait. Lui se rendait compte qu'il avait le sang de plus de 200 000 personnes sur ses mains. Il l'a même dit à Truman lorsqu'ils se sont vus. Et Truman lui a dit: tu n'as qu'à te dire que ce n'est pas toi qui as donné l'autorisation de larguer ces bombes. Il a même dit: je ne veux plus revoir ce scientifique pleurnichard. Le projet Manhattan va être dissous et sera remplacé par la Commission de l'énergie atomique. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir à créer la fameuse bombe H. Je vous rappelle que les deux superpuissances, l'Union soviétique et l'Amérique, sont en guerre dans une guerre froide. Et je vous rappelle que à ce moment-là, les communistes n'étaient pas tellement bien vus. Et on se rappelle que Robert est communiste. On va donc le persécuter. On va faire en sorte qu'il dégage vite fait des médias. On va lui interdire son droit de séjour. On va le faire virer du Congrès. On va couper tous ses contacts. Bref, c'est la merde pour lui. Il va se retirer de la vie publique et il va se diriger vers Princeton, où il va rencontrer un ami à lui, Albert Einstein. Oui, encore lui. Robert sera réhabilité 10 ans plus tard par un certain John Fitzgerald Kennedy. Il va même obtenir le prix Fermi en 1963, une récompense que tous les scientifiques américains veulent avoir dans leur vie. Et à la fin de sa vie, il regrettera son invention. Et il le dira dans tous les médias avec cette fameuse phrase: maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé, peut-être qu'elle était un peu trop longue. Mais en tout cas, moi j'ai trop kiffé l'affaire. J'espère vraiment qu'on va se revoir dans 2 semaines. Moi je vous dis that's not life. Et abonnez-vous. Non merci, je choisis de vivre.